RCF. Vous écoutez la viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons Viticulture. Bonjour Bertrand Trépeau. Bonjour à toutes et à tous. Bertrand, vous êtes vigneron, responsable d'une association de valorisation des coteaux du vignoble Vitria. Et vous êtes également responsable du marketing et des marchés viticoles chez CDER. Donc vous avez une vision là à quelques jours des fêtes qui approchent, et on sait que les fêtes c'est l'occasion de consommer beaucoup de champagne. Aujourd'hui, ma question c'est, quand on constate qu'on a perdu en 3 ans quasiment sur les marchés en expédition 323 millions de bouteilles en 2022, 300 millions de bouteilles un peu moins en 2023, peut-être que 280 millions en 2024, il y a une question fondamentale qui se pose. Quand on a plus que 4 années et demie de stock en cave, c'est qu'est-ce qu'on fait pour vendre du champagne? Quelles sont aujourd'hui les campagnes de relance de la consommation? Y en a-t-il et qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, Hubert, quand on est dans cette situation-là, il faut absolument faire parler de soi. Donc la communication est au cœur du dispositif et ça prend plusieurs formes. Tout d'abord, la Champagne, notamment les vignerons à travers le syndicat général des vignerons, continue, renforce le plan de communication qui maintenant existe depuis plusieurs années autour de la marque Champagne de Vigneron. C'est un plan de communication qui au départ était très français, qui ensuite s'est un peu élargi à nos voisins européens, avec comme idée principale de dire que le champagne, c'est pas que pour les anniversaires, les mariages et les baptêmes, c'est aussi un vin qui peut trouver sa place dans le quotidien autour de choses plus simples. Tout le monde n'a pas du caviar au frigo pour ouvrir une bouteille de champagne. Et donc, dès le début de cette campagne, ça avait impacté et fait parler beaucoup de personnes parce que les premières photos étaient avec une feuille d'artichaut, un œuf dur, des choses très basiques en fait. De rappeler que le champagne, ça peut accompagner le repas, pas forcément un repas de fête, et qu'il y a une consommation qui peut être plus régulière. Donc ça, c'est de continuer de renforcer ce dispositif. L'avantage d'être suivi, comme le peut être le syndicat, par une grande agence parisienne, c'est à chaque fois d'aller mesurer les impacts, d'améliorer année après année la campagne pour que petit à petit, elle arrive. Il faut communiquer, c'est rabâcher. Je vous dis, ça c'est mon quotidien. Donc, ça prend plusieurs années de venir imprimer un tel message. Et en tout état de cause, c'est de faire descendre ce vin-là de son piédestal du grand vin de la fête pour en faire un produit de plus grande consommation courante. Voilà, un très beau vin, plus inscrit dans le quotidien, si tant est que la consommation de vin, je l'appelle pas quotidienne et il faut que ce soit limité et responsable, mais en tout cas, voilà, de descendre au moins une marche du piédestal. D'accord. Donc aujourd'hui, cette campagne-là est active. Il y a des budgets qui sont votés chaque année, qui sont investis dans cette campagne-là. Je vous poserai pas la question de savoir si on peut en mesurer les résultats, mais en tout état de cause, on est présent en communication sur cette thématique-là. Voilà. Ça, c'est pour les récoltants manipulants. Ensuite, pour ce qui sont des maisons et tous les opérateurs, il va y avoir les opérations commerciales. Donc, les foires au vin, elles ont été traversées. Ensuite, il y a la notion d'avoir de la presse, d'être visible dans les numéros des différents magazines quotidiens, etc., qui pour la fin d'année ont toujours des pages sur le champagne ou sur qu'est-ce qu'un repas de fête. Faire parler de soi. Alors, qu'est-ce qui est fait pour faire parler de soi en Champagne ? La tendance actuelle, ce sont de faire des cuvées événementielles, éphémères. Tout d'un coup, on n'a jamais fait de blanc et on se met à en faire un, on a changé quelque chose dans l'assemblage. On va avoir une durée de vieillissement plus longue, on va parler de vin de réserve, on parle de Solera, il y a tout un langage technique et pour mettre en avant en fait la diversité des vins de Champagne, c'est aussi un peu poussé, vous le disiez en introduction Hubert, par le fait qu'on a mécaniquement des stocks qui ont tendance à grossir avec des durées de vieillissement plus importantes. Autant essayer de le valoriser, d'en faire parler au final, en créant une nouvelle étiquette, et ces cuvées éphémères. Ou en faisant vieillir ces vins au fond de la mer Baltique.
Au fond de la mer Baltique, au fond d'une crayère, au fond de... Je crois qu'il y a beaucoup de vins qui vieillissent à beaucoup d'endroits différents. Tout ça, ça permet de faire parler de soi. Et les champenois, à ce petit jeu-là, si je puis dire sans aucun dédain, sont parmi les plus doués pour arriver à créer de l'animation de gamme, si je puis dire, c'est vraiment le terme technique, en créant de la cuvée ponctuelle. Donc on préfère se placer sur ce terrain du prestige, de l'originalité, de l'étonnement, que sur le terrain du prix. Il faut fuir le terrain du prix parce que c'est la troisième façon d'essayer de faire parler de soi et d'être visible. Si on propose une grosse remise et qu'on fait quelque chose de très visible sur le prix, forcément les vendeurs vous mettent en avant parce que eux potentiellement ils se disent que ça va attirer du monde en magasin et veulent leur faire vendre d'autres choses. Mais c'est vraiment la dernière cartouche parce que celle-là vous la payez de manière sonnante et trébuchante en ayant concédé une remise tarifaire très importante. On a vu, et je pense qu'à l'approche des fêtes, on va encore en voir, quelques opérateurs se sentent un peu dépourvus et finissent par utiliser cette méthode qui est pas la plus... Enfin, c'est celle où on laisse le plus de plumes, je vais le dire comme ça. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un consensus sur le fait qu'il faut que tous les opérateurs de la Champagne communiquent sur la marque Champagne, d'abord, et ensuite sur une communication de deuxième niveau, qui est celle des grandes marques ? Oui, c'est quand même un peu difficile dans les marques de tenir ce discours-là pour des marques qui sont en train de vendre presque autre chose que du vin. Je m'explique. On va parler, c'est dans beaucoup de domaines, de marques dites lifestyle. Désolé pour l'anglicisme, mais c'est que finalement, quand on achète une bouteille de certaines marques, Veuve Clicquot par exemple, c'est plus vraiment en fait un pourcentage de pinot noir, un pourcentage de chardonnay. C'est que la maison vous explique qu'il y a une certaine façon de vivre joyeuse avec la couleur, le soleil, la place que donne la marque et pas le vin. Qui vient du marketing, qui vient de l'univers que crée la marque. Et donc, bien entendu que ces maisons-là, elles vont pas ramener ça à du champagne. Elles sont d'abord en train de vendre leur marque. Et ça peut être très efficace. Mais il n'y a pas de la place pour beaucoup d'opérateurs dans ce mode de communication. Mais on peut parler de complémentarité ou d'opposition ? Plutôt de complémentarité. Je pense que une marque comme celle-là, quand elle ouvre un hôtel éphémère en Australie et que de la chaise longue en passant par la planche de surf, tout est aux couleurs de la marque partout, ça génère beaucoup de presse, ça génère beaucoup de réseaux sociaux, ça fait parler et il se trouve que ce produit est un champagne, donc ça fait parler de la Champagne. Alors, d'où cette idée de marque Champagne de Vigneron ? Oui, d'avoir des moyens en étant collectif, de pouvoir déployer une certaine vision du champagne, la vision des artisans et de l'homme et des femmes qui produisent le champagne, qu'on peut aller rencontrer, avec lesquels on peut parler. Et de la diversité. Et de la diversité des goûts. Donc, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de potentiel autour de la marque Champagne de Vigneron. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un accord général sur cette manière de communiquer de la Champagne. Est-ce qu'on peut considérer que c'est assez intense ou suffisant ? Dans le contexte commercial, on pourrait se dire que c'est suffisant si les résultats étaient en hausse. Comme on a des résultats plutôt baissiers, on pourrait se rassurer. Vous savez, c'est je me regarde, je me désole, je me compare, je me rassure. Si on se compare à d'autres secteurs viticoles, on se rassure. Par exemple, aux principaux concurrents du champagne, comme le Prosecco ou les Cava, qui, on le sait, mettent des budgets très importants par rapport à la valeur du produit. Et un effet volume très important. C'est sûr que le Cava a toujours en tête de viser, je crois qu'ils étaient à 600 millions de bouteilles, ils annonçaient il y a quelques années qu'ils visaient le milliard de bouteilles vendues. C'est colossal. Plus vous vendez des bouteilles, plus vous êtes visible. Ce qui m'étonne et ce que je demande toujours aux gens qui viennent visiter à la maison, je leur demande s'ils connaissent le Prosecco. 100% des étrangers me disent oui. Je leur demande est-ce qu'ils connaissent le cépage avec lequel c'est produit. Aucun ne sait comment c'est produit. Est-ce qu'ils connaissent la méthode pour savoir si c'est une méthode champenoise ou autre. Ils la connaissent pas. Ce produit, en fait, il est très méconnu, le Prosecco. Par contre, il est accessible partout. Oui, et il est quand même assimilé au champagne et comparé au champagne en permanence. On dit un bon Prosecco, etc. Ça vaut bien une bouteille de champagne. On dit. Mais quelle chance de pas expliquer comment c'est fait, ni le cépage, ni la méthode d'élaboration, parce que ça laisse planer le doute que c'est comme un champagne. Alors que vraiment, que ce soit le terroir, le cépage, c'est du Glera, et la méthode de la cuve clos, ça n'a rien à voir. C'est une concurrence très sournoise en fait. Alors, là on parle en fait de la communication pour relancer les marchés qui est de nature institutionnelle. Avec les grands opérateurs qui ont des lignes de communication bien connues, qu'ils accentuent ou pas selon les périodes. Il n'y a-t-il pas aussi une communication qui peut se relancer ou en tout cas être sur le devant de la scène au travers d'événements de la Champagne ?
Oui. Alors, je voudrais qu'on parle des Jeux Olympiques, par exemple. Est-ce que les Jeux Olympiques, où la victoire se fête au champagne, est-ce que ça a eu un impact sur les ventes? Est-ce qu'on peut le mesurer? Pourrait le mesurer, notamment avec les ventes et les retours d'études qu'on peut faire auprès, par exemple, des cavistes ou des ventes en supermarché. C'est pas ce qui a été observé au mois de juillet ou d'août. Je pense que les excellents résultats, notamment de l'équipe de France en France, et puis l'envie de fêter les médailles. Dans le bruit faible, vous savez, aujourd'hui avec le digital, on a une façon de tenir une veille assez efficace. Le champagne a fait plutôt parler de lui par ses bouteilles qui étaient vendues une fortune dans des boîtes de nuit parisiennes, avec notamment l'athlète américaine de gymnastique qui a dit 24 000 $, je ne sais plus, mais c'était de cet ordre de grandeur pour une bouteille de champagne, c'est du vol à main armée. Elle a eu raison de dire ça, bien sûr. Oui. Mais c'est plutôt comme ça qu'on a entendu parler de champagne pendant les JO que sur les performances. Oui, parce que sur les sites qui étaient magnifiques, les sites des Jeux Olympiques, il y avait des bars partout. Personnellement, je suis allé sur quelques-uns, j'ai pas vu de champagne. Alors, est-ce que la Champagne a raté l'événement? Est-ce qu'elle a pas su s'infiltrer dans cet événement-là pour être le produit de la fête, pour fêter les médailles d'or? C'est une bonne question. Je pense qu'on refera le match, notamment de cette occasion peut-être ratée, comme vous le soulignez, en début d'année prochaine, quand on aura ce temps collectif champenois sur les performances commerciales qu'on appelle Market Trends. Je pense qu'on en reparlera. Alors, il y a des événements à venir, là, pour la Champagne. Il faut se rappeler que l'UNESCO, ça va bientôt faire 10 ans. Oui. Et qu'est-ce qui va être mis en valeur? Est-ce que l'UNESCO va dégager des budgets, ou en tout cas l'association qui porte cette reconnaissance va le faire? Est-ce que aujourd'hui on entend des choses qui sont dans les tuyaux? Le but pour l'association Coteaux Maison Cave de Champagne, c'est de montrer que cette inscription, elle appartient aux champenois et qu'elle concerne tous les champenois. Donc leur objectif numéro 1 au cours de cette année d'anniversaire des 10 ans, c'est d'être présent et visible sur la plupart des événements qui auront lieu en Champagne. Tout ça va commencer le 18 janvier par la Saint-Vincent de l'Archiconfrérie de Champagne à Épernay, avec un défilé qu'on imagine encore plus important que d'habitude sur l'avenue de Champagne. Et cet événement, eh bien, c'est un peu le coup d'envoi des 10 ans de l'UNESCO, mais aussi d'un autre anniversaire qui fera parler de lui, ce sont les 100 ans de l'avenue de Champagne à Épernay. D'accord, donc il va pas falloir être à côté de ces événements, il va falloir en saisir l'opportunité, et c'est une belle occasion de faire parler de la Champagne sur la planète entière. Bien sûr, et la portée internationale de l'UNESCO est une vraie chance, puisque ça nous ouvre cette visibilité à l'international. Il faut trouver des occasions, multiples occasions de parler du champagne, de la Champagne et des champenois. Tout ça crée un contexte qui est de nature à mettre le produit en avant. Bon, en tout cas, à la veille des fêtes, je pense que tous nos auditeurs pensent au bon champagne qu'ils mettront sur la table des réveillons, et on leur souhaite à tous de faire les meilleurs choix possibles. À très bientôt sur RCF. À bientôt et puis joyeuses fêtes.